Bonjour à tous. Dans un peu plus de 24 heures maintenant, les yeux seront rivés sur le Stade de France. France-Irlande, coup d'envoi à 17h45. Ce sera à suivre sur lefigaro.fr et Sport 24. Premier test grandeur nature pour le nouveau 15 de France, pour Jacques Brunel, le nouveau sélectionneur de l'équipe de France de rugby. Alors, quelles sont les chances de l'équipe de France? Et surtout, pensez-vous que le 15 de France a des chances que le 15 de France, allez, on vous pose la question, peut remporter le tournoi Destination? C'est la question qu'on vous pose en ce moment sur Twitter. Vous pouvez répondre par oui, par non, et surtout, vous pouvez nous poser nos questions. On les posera, vos questions, on les posera à Max Guazzini. Bonjour. Bonjour. Ancien patron du Stade français. Je ne suis pas un saint, c'est votre dernier livre à lire d'urgence chez Robert Laffont. On peut ne pas être un saint, mais un très bon producteur de chants grégoriens, on peut ne pas être un saint et aimer les chants à Marie et également Madonna. Et je ne sais pas si ce sont vos goûts, Laurent Louette, mais en tous les cas, vous êtes un spécialiste du rugby et rédacteur en chef au service sport du Figaro et de Sport 24. Vous venez commenter souvent, d'ailleurs, les matchs ici même, sur ce plateau, dans 45 chronos qui reviendra lundi, et également, on vous en parle dès maintenant, avec Fred Picard et Charlotte Barillon. À côté de vous, Arnaud Coudry, journaliste au service sport du Figaro et auteur d'un portrait sur le nouveau sélectionneur des Bleus, comment justement Jacques Brunel rallume ou essaye de rallumer la flamme au 15 de France. Eh bien, vous nous en direz peut-être un peu plus. Désolé pour ce plateau un peu mec, promis, on lancera l'invitation la prochaine fois à Clémentine Sarlat, à Caroline Henry peut-être aussi. Juliette Saint-Jean, en tout cas, va nous donner tout à l'heure le pouls des réseaux. Et on remercie quand même Lorraine Triard, Anne-Emmanuel Isaac et Élodie Bougouin qui nous ont aidés à préparer cette émission. Place donc au décrypteur. Je crois qu'il faudrait qu'on ait une équipe de France qui redore son blason. Une victoire faciliterait les choses, mais surtout, on veut qu'il y ait un contenu de qualité. La nomination de Jacques Brunel, donc, en charge de l'équipe de France, à la place de Guy Novès, que je tiens à saluer quand même, parce que c'est difficile pour lui, c'était difficile pour moi et difficile pour le bureau fédéral de la fédération qui a pris cette décision. Et bonjour à Cédric, Julie, Philippe, Bob et Hugo qui viennent de nous rejoindre sur la page Facebook du Figaro. Vous pouvez également intervenir directement sur cette fenêtre dans laquelle vous voyez cette émission sur le site du Figaro.fr et nous donner vos commentaires, poser vos questions. Où en est l'affaire Guy Novès, nous demande Julie. Et Philippe, lui, nous dit carrément Brunel dehors et pensons à Guy Novès. Et bien justement, on va y revenir dans un instant, mais quand même, je voudrais qu'on jette un œil à quelque chose qui va nous concerner dans les 24 prochaines heures, c'est la feuille de match, la composition du 15 de France qui va affronter demain l'Irlande. Alors, je vous l'avoue, je suis un petit peu quand même néophyte dans ce domaine. Donc on va, comme l'émission s'appelle Les Décrypteurs, vous allez un petit peu nous donner vos lumières. D'abord, avant même de comprendre ce qu'il y a, Max Guazzini, quand vous l'avez vu, vous pensez que c'est un bon choix? Oui, Brunel. En plus, Jacques Brunel fait confiance à des jeunes. Je vois en 10... Jalibert, et c'est vrai qu'en 10, il fallait trouver quelqu'un pour le moment. Donc Jalibert est en ouvreur. Oui, un ouvreur de Bègle Bordeaux, de Bordeaux-Bègle, je ne sais plus comment on dit, voilà, etc. Alors il a 19 ans et alors et il mesure 1m80 et il pèse 80 kg. Et quand on mesure 1m80 à mon âge, on respecte le fait qu'il pèse que 80 kg. Je l'ai rencontré à Marcoussis. Vous avez Palis, que moi j'ai connu avec des Barbarians, qui a beaucoup de qualité, qui est à l'arrière. Bon, après, vous avez devant, sur le 5 de devant, c'est beaucoup plus... sont des joueurs déjà confirmés, quoi. Donc, mais c'est bien de mettre cette fraîcheur-là, et ce sont des joueurs qui sont issus de la formation française. Alors justement, on va en revenir justement sur la problématique de cette formation française, mais peut-être en deuxième partie d'émission. Juste puisqu'on parlait donc de ce jeune prodige, à vous lire en tout cas ce matin, Arnaud, dans les colonnes du Figaro, article à retrouver sur le Figaro.fr et sur Sport 24, sur Mathieu Jalibert, le président de Bordeaux-Bègles, qui est
Union Bordeaux-Bègles, pardonnez-moi. Excusez-moi d'avoir des références un peu années 80 encore. Je sais que ça s'appelle Clermont et non plus Montferrand. Mais pour le patron du bébé dit ce matin que Jalibert a tout pour réussir, mais qu'il est un peu jeune. C'est ça, en France, on a un peu tendance à essayer beaucoup de joueurs au poste d'ouvreur. C'est un peu un mal français. Qu'est-ce qu'il y a de spécifique, ce poste d'ouvreur ? C'est celui qui commande, c'est celui qui est entre les avants et les trois quarts, les arrières. C'est celui qui a la jonction de l'équipe. Voilà, c'est le chef d'orchestre qui doit un peu mettre de l'huile dans les rouages, décider les stratégies, les attaques. Il est vraiment au cœur du jeu, quoi. C'est lui le patron, celui qui dirige, quoi, vraiment. Il faut avoir des qualités physiques, des qualités techniques, mais il faut avoir également des qualités psychologiques. Voilà, la pression. Il faut avoir une autorité pour faire cette jonction. Ce jeune. Oui, en effet, le demi d'ouverture est un joueur qui va définir, qui va modeler, façonner le jeu de son équipe. Et comme je suis tout à fait d'accord avec Max lorsqu'il évoque la composition de ce 15 de France, ce 15 de France, il y a déjà une patte Brunel. Tout à fait. Avec des jeunes, comme le dit Max, oui. mais aussi avec des partis pris forts. Kevin Gourdon, le Rochelet, qui joue normalement 3e ligne aile, Jacques Brunel a choisi de le placer au poste de numéro 8, qui est un poste structurant. On va peut-être regarder justement la composition. Structurant dans une équipe. On a un axe, on sait bien dans les équipes de rugby, 2 talonneurs, 8, 3e ligne centre, 9, 10, demi-mêlée, demi d'ouverture, et arrière 15. Une épine dorsale, une colonne vertébrale qui structure l'équipe. Eh bien, autour de ces postes-là, Jacques Brunel s'inscrit déjà par des choix qui lui sont propres. Il a maintenu Guillaume Guirado comme au poste de talonneur, comme capitaine. Il a inscrit Kevin Gourdon au poste de numéro 8 alors qu'il est 3e ligne L, au poste de demi de mêlée et au poste de demi d'ouverture. Il installe évidemment Mathieu Jalibert avec toute sa jeunesse, mais également Maxime Machenaud qui revient là dans cette équipe alors qu'on le sentait un peu écarté ces derniers temps, Max Machenaud profite d'un certain nombre de blessures, d'une opportunité, mais Brunel l'installe avec toute son expérience, bien sûr, et du changement de sélectionneur, évidemment. Et donc cette charnière avec un très jeune à l'ouverture et un joueur un peu plus expérimenté au poste de numéro 9 semble complémentaire. Et puis à l'arrière, c'est un choix aussi très fort avec Palis. Palis, oui. Il est bon, Palis, je peux vous dire. Ouais. C'est étonnant qu'il ne soit pas en équipe de France déjà. Il avait été convoqué déjà par Philippe Saint-André. Mais je dirais, pour Jalibert, c'est vrai que le poste d'ouvreur mérite une certaine maturité. Mais disons qu'on a besoin d'un 10 et il a raison d'essayer. Et puis, aux âmes bien nées, la valeur n'atteint point le nombre des années. Vous savez bien, il faut faire confiance à ce garçon. Et c'est en jouant, vous savez, en étant en équipe de France, on élève son niveau de jeu. Merci en tout cas Max Guazzini pour cette citation du CID de Corneille. Et on va continuer justement en faisant cette jonction entre le monde ancien et le monde nouveau et effectivement cette jeunesse de l'équipe de France. Qu'est-ce que vous en pensez justement ? Dites-nous quels sont les espoirs que vous avez dans cette équipe et puis si vous faites confiance. Pour l'instant, si on regarde la question Twitter, vous êtes assez sceptique sur les chances de l'équipe de France. À 74%, vous répondez non, la France ne peut pas remporter le tournoi Destination. Bien, dites-nous pourquoi et on va en débattre avec nos décrypteurs. Julie, on n'a pas oublié votre question, où en est l'affaire Guinoves, mais d'abord, je voulais savoir si vous aviez des informations. Qu'est-ce que font les Bleus aujourd'hui et comment ils se préparent à la fois physiquement, mentalement, quelle est leur stratégie ? Ce matin, il y avait l'entraînement du capitaine, donc c'est le dernier moment où ils prennent un peu le pouce. Généralement, l'entraîneur n'intervient pas, il laisse le capitaine, donc Guillaume Guirado, donner des consignes, parler aux gars, répéter un peu les touches, les combinaisons. Et après, je pense qu'ils seront... ça va être la préparation du match, il n'y aura plus de terrain, quoi. Comment on prépare dans ce on va revenir en détail sur la tension qui règne dans le rugby français, mais comment justement, quelle est la stratégie prise, choisie par Brunel pour pouvoir donner confiance à ces Bleus et puis les mettre sur le terrain d'attaque ? Jacques Brunel a seulement eu 15 jours pour préparer ses joueurs avant d'affronter l'Irlande.
Et les joueurs l'ont répété toute la semaine, il est dans la notion de plaisir. Il veut que les joueurs retrouvent le plaisir de jouer ensemble, de venir à Marcoussis, de porter le maillot de l'équipe de France. Je ne sais pas si c'était plus le cas avant, mais enfin, il y avait des problèmes à cet endroit-là, quoi. C'est un bon conseil? Oui, bien sûr, porter le maillot de l'équipe de France, c'était un honneur immense. Et là, j'ai l'impression que dans le passé, les années passées, les joueurs allaient à Marcoussis comme on va au cinéma, quoi. Donc là, maintenant... Marcoussis, qui est le centre d'entraînement du rugby français. Et je crois que c'est un honneur immense pour un joueur, c'est peut-être même le but de sa carrière, être international, porter les couleurs de la France. Est-ce que le fait justement de prendre des jeunes peut justement créer cette émulation et cette pression positive en se disant je vais prendre le... Ben, je l'espère. Il faut redonner à l'équipe de France la place qu'elle a dans le rugby français, c'est-à-dire la première. C'est le pari, Laurent, de Brunel, Oui, justement, de parier les jeunes pour créer un électrochoc. Il l'a clairement annoncé, il en a parlé à Arnaud, il a dit « moi je veux une équipe pétillante, Voilà. Je veux qu'il y ait un esprit qui soit vif et que cette équipe prenne son destin en main Et bien voilà, il a fait des choix forts et il attend aujourd'hui de ces joueurs-là que finalement ils s'inscrivent dans une nouvelle dynamique. Il veut instaurer dans cette équipe de France une ambiance totalement différente de celle qu'on a connue ces dernières saisons où on sentait bien quand même que lorsqu'on allait à Marcoussis ou lorsqu'on interrogeait, qu'on discutait avec les joueurs, voire même une partie de l'encadrement, qu'il y avait un problème, il y avait un souci, il y avait un état d'esprit qui était devenu un peu morose. Alors les défaites n'arrangeant pas la situation... Gagne les internautes, Tom notamment, qui nous demande quand on voit les derniers matchs de l'équipe de France, c'est comment y croire. Ben oui, comment y croire? J'ai fait un petit tour, puisque vous posiez la question des chances de l'équipe de France dans le tournoi Destination. Je suis allé voir chez les bookmakers sur Internet, en France, en Angleterre. En général, leurs cotes sont assez fiables. Ce sont des gens qui connaissent leur job. On peut y croire. On peut y croire. Au global, sur la France vainqueur potentiel du tournoi 2018, la France est à 15 contre 1. C'est-à-dire, traduction. 15 chances de gagner contre une. Voilà, c'est une cote à 15 contre 1, comme une cote hippique. C'est une cote qui, sur une échelle, situe la France à un rang de 15. Quand on compare sur les... Donc il y a 14 autres chances que ce soit d'autres équipes. Je vais vous donner les cotes des autres équipes. Par exemple, l'Angleterre, elle, est à 1,85 contre 1. C'est-à-dire qu'elle est bien plus favorite que l'équipe de France, puisque sa cote se rapproche du 1 pour 1. Okay, donc sur le pari... L'équipe d'Angleterre peut-elle gagner le tournoi? 1,85 contre 1. L'équipe d'Angleterre est considérée comme étant très proche de pouvoir remplir l'objectif. À l'inverse, à 15 contre 1, l'équipe de France est très loin. Et l'équipe de France voit d'autres équipes lui passer devant elle. L'Irlande est à 2,25 contre 1, très proche de l'Angleterre. Donc, l'Écosse est à 11 contre 1. Là encore, plus bas que la France. Donc, du coup, il n'y a que l'Italie finalement pour faire. C'est ce que j'allais vous dire. Pire que nous, totalement décroché. Pour récupérer la cuillère en bois qui est ce qu'on récupère quand on a perdu le tournoi Destination. 500 contre 1 pour l'Italie, donc quasiment aucune chance de remporter le tournoi. C'est dommage. En tout cas, ceux qui ont parié sur l'Italie pourront devenir riches. On pourra aller déjeuner avec eux après le 17 mars, après la fin du tournoi des 6 nations. Arnaud, je signale d'ailleurs, vous avez fait un interview très intéressant du sélectionneur de l'équipe d'Angleterre, à retrouver dans le supplément publié par le Figaro et le Midi Olympique, spécial tournoi Destination, qui était publié mercredi, mais qu'on peut encore retrouver sur le Figaro.fr. Justement, donc pour répondre à la question de Julie, si vous avez raté les derniers épisodes, on se rafraîchit la mémoire. Le 15 de France enchaîne les contre-performances depuis plusieurs mois, j'allais dire depuis plusieurs années, notamment ce qu'on apprend en lisant ce supplément. Point culminant le 25 novembre dernier avec un match nul dans tous les sens du terme contre le Japon, 23 partout, et cet aveu signé ce jour-là du sélectionneur de l'époque, Guy Novès. Il y a une véritable perte de confiance qui a une incidence majeure sur notre jeu. On a effectivement passé un mois de novembre compliqué, donc entretenu évidemment d'une manière normale par une grosse pression venue de quelques endroits précis. Ce qui fait que derrière, on en arrive à faire des matchs de ce niveau-là, c'est-à-dire très pauvres. Et le coup près tombe un mois plus tard. Guy Novès est limogé par le patron de la fédération, l'ancien ministre et ancien sélectionneur, Bernard Laporte. C'était le 27 décembre dernier. La nomination de Jacques Brunel, donc
en charge de l'équipe de France, à la place de Guinoves, que je tiens à saluer quand même, parce que c'est difficile pour lui, c'était difficile pour moi et difficile pour le bureau fédéral de la fédération qui a pris cette décision. C'est jamais de gaieté de cœur qu'on fait ce genre de choix. Ce limogeage, Guinoves l'a contesté et Arnaud Coudry nous l'apprenait ces jours récents. Il ne l'a toujours pas digéré. Confirmation ce matin encore au micro de nos confrères de Sud Radio. On écoute l'ancien sélectionneur de l'équipe de France. On ne dirait pas un licenciement, quel qu'il soit d'ailleurs, que ce soit le mien ou une personne lambda. Non, je n'ai pas digéré, je vis avec. Et j'essaye progressivement, effectivement, de retrouver un petit peu mon honneur. Jusqu'à quel point il n'a pas digéré, Arnaud Coudry? Il le répète à toutes ses interventions. Dès qu'il va y avoir un match de l'équipe de France, je pense qu'on aura Guinoves qui parlera de son honneur. C'est son leitmotiv. Qu'est-ce qu'il va faire? Ils sont dans les phases préliminaires pour les prud'hommes. Voilà. Peut-être des phases je sais que ça s'est arrangé avec les adjoints. Il y a un accord qui a été trouvé avec les deux adjoints, donc Jeff Dubois et Yannick Bru, avec la Fédé, avant d'aller jusqu'au prud'homme. Je ne sais pas s'il y a une phase de négociation là pour Guinoves, mais sinon ça finira au prud'homme. Mais ça peut durer très longtemps. On se souvient du licenciement de Fabien Galtier à Montpellier. Ça a duré 2 ans et demi. Et Galtier a finalement remporté. Max Guazzini, c'était normal ce limogeage de votre point de vue? Écoutez, je ne vais pas rentrer. Guinoves était un grand entraîneur. Il a été champion de France plusieurs fois. Maintenant, les raisons de la fédération sont les raisons de la fédération. Je n'ai pas à commenter cette décision. On peut avoir un avis. Écoutez, moi, ce que je souhaite, c'est bonne chance à l'équipe de France. Peut-être que ce qu'on peut dire sur ce sujet-là, c'est qu'en termes de bilan, le bilan chiffré de Guinoves au nombre de victoires de et de défaites, 7 victoires sur 21 rencontres disputées, c'est un des mauvais, sinon le plus mauvais bilan d'un sélectionneur à la tête de l'équipe de France. En 2 ans, ouais. Aujourd'hui, quels joueurs du 15 de France sont enviés par nos adversaires? Aucun, nous dit Laurent sur Facebook. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Guirado fait partie des meilleurs talonneurs du monde. Ouais. Ituria en deuxième ligne et Vahamaina. Surtout Vahamaina est un très très bon deuxième ligne au niveau international. Qui nous l'envie par exemple? Je pense que des pays européens, l'Écosse, les pays de Galles, peuvent nous l'envier. Voilà, je pense que Morgan Parra, qui s'est blessé, qui n'était pas là, fait partie des meilleurs numéro 9 du monde. Et moi, je pense, pour l'avenir, Antoine Dupont. Exactement. Antoine Dupont qui est remplaçant, mais très jeune qui est un jeune joueur qui a beaucoup de talent. Et qui joue où, là, actuellement? Et il joue à Toulouse. Voilà. Mais même s'il est toulousain, je suis numéro 1 à son fan de club. C'est ça, des joueurs comme moi. Je tiens à vous dire, Max Guazzini, je ne voulais pas trahir de secret, mais quand même, au Figaro, on a un léger tropisme pour Toulouse. Donc, il y a beaucoup d'anciens Toulousains dans le 15 Figaro. Mais pas que. Il n'y a pas de souci. Laurent, une question d'Émile. Quels sont les tenants et aboutissants du projet Brunel? Et puis, question plus globale, quand allons-nous enfin soigner la maladie du rugby français? Alors, aujourd'hui, on essaye de la comprendre. Je crois que sur le projet Brunel, il y a un projet en plusieurs temps. Il y a un premier temps aujourd'hui. Pour le coup, Jacques Brunel s'inscrit, comme le disait Arnaud tout à l'heure, en 15 jours, dans une forme d'urgence. Et l'urgence aujourd'hui, c'est de redresser, de remettre le 15 de France sur des rails différents de ceux qu'il a empruntés ces 2 dernières saisons. Il faut que le 15 de France regagne des matchs, et puis le groupe... Seule la victoire est belle, et une victoire peut créer un état psychologique. Moi, je pense qu'on va gagner contre l'Irlande, voyez-vous. Je suis peut-être à contre-courant des Est-ce que vous êtes d'accord avec Max Guazzini, justement? Moi, je pense qu'on va gagner contre l'Irlande. Voilà. Parce que vous savez, le rugby, c'est aussi une histoire de passion, c'est une aventure humaine, et peut-être que là... on a retrouvé un groupe, peut-être, je l'espère. Hein. Bon, écoutez, moi, je suis toujours pour la victoire de l'équipe de France. Il faut y croire. Et en tant que supporter de l'équipe de France, moi, je pense qu'on va gagner demain. Peut-être je me trompe, mais je crois qu'il faut penser comme ça. Les joueurs doivent le penser, parce que le rugby, ça se joue aussi dans la tête. Alors, Laurent, ce projet, un peu de chance, c'est qu'on reçoit quand même cette année l'Irlande et l'Angleterre au Stade de France. C'est un avantage sur ces 2 favoris. Psychologiquement, ça peut jouer. Voilà, ça aide. Et puis c'est les années où généralement le 15 de France réalise les grands chelems. Donc c'est
puisque c'est réception de l'Irlande et de l'Angleterre. Et vous, Becker, on a une idée sur le match de demain, justement? Oui, sur le match de demain, en effet, l'Irlande est largement favorite, aux alentours de, je crois que pour la victoire du match, elle est autour de 3,5 contre 1 de mémoire. Je ne l'ai pas noté, mais ça doit être autour de 3,5 contre 1. Sur la question que vous m'avez posée tout à l'heure, enfin, de notre ami internaute, sur le projet de Brunel. Il y a un premier temps relatif à l'urgence, mais je pense qu'il y a un deuxième temps qui est très important, qui est la construction d'une équipe d'un 15 de France dans l'optique de 2023. Tout à fait. La France s'est vu confier la Coupe du Monde. C'est aura lieu en France. C'est vu confier l'organisation de la Coupe du Monde en France en 2023, un an avant les Jeux Olympiques de 2024. Et c'est une formidable opportunité pour le 15 de France de se voir offrir là un objectif très concret. Et je pense qu'une des missions de Brunel est de préparer un 15 de France pour qu'il soit performant. Oui, mais il faut qu'il ait quand même des résultats d'ici là, parce que Novès aurait pu dire la même chose dans ces cas-là, Laurent. Oui, c'est la pression que Jacques Brunel va vivre ces prochaines années. Alors justement, voici ce qu'il a déclaré récemment au sujet du tournoi qui arrive. On n'est pas favori, on le sait, mais on espère que ces 15 jours, nous aurons construit un état d'esprit qui va nous permettre de rivaliser avec cette équipe. Il est clair qu'une victoire faciliterait les choses, mais surtout, on veut qu'il y ait un contenu de qualité. Les internautes, quand même, disent le problème, c'est notamment Midji qui nous dit sur le problème de l'entraîneur. On nous a affirmé beaucoup de choses. Novès avait dit les mêmes choses que, notamment, certaines choses qu'ont dit Jacques Brunel, qu'on vient d'entendre. Le problème, c'est le groupe, pas l'entraîneur. On espère quand même un bon match. Oui, c'est ça, c'est l'éternelle question. Enfin, on a revenu. Est-ce que la France a des joueurs de classe mondiale, des joueurs pour rivaliser au très haut niveau? Et je pense que oui, la France a vraiment des très bons joueurs. Et il n'y a pas de... Il y a une osmose à trouver, un enthousiasme à retrouver. Mais il y a, à mon Déjà, avis, je crois qu'il y aura une osmose plus grande entre Jacques Brunel et Bernard Laporte, puisque l'un était adjoint de l'autre. Et c'est vrai que Bernard aime bien le sportif, quoi. Donc, il n'y aura pas deux personnes qui ne se parlent pas. Et je crois moins que de tension donc, dans le pack. Parce que ce qui est important dans une équipe, c'est que l'harmonie règne. Ouais. Et je pense que peut-être là, les affinités sont plus grandes, disons. Voilà. Et sur les joueurs, oui, mais encore une fois, là, il y a des jeunes joueurs français. Et à l'époque, on a beaucoup critiqué les GIFs. Hein, on les critique encore certains. Et pourtant, ça permet l'éclosion, donner leur place à des jeunes joueurs français plutôt que de prendre des étrangers. On peut définir. Alors, c'est une question que je voulais soulever, mais peut-être plus en deuxième partie. Mais les GIFs, ce sont les joueurs issus de la formation française. Voilà. Donc, alors bien sûr, il y a, comme toujours, quand il y a une règle, il y a des clubs qui détournent ça. C'est-à-dire qu'ils vont chercher des jeunes joueurs dans le Pacifique, etc., pour avoir des GIFs qui soient des joueurs, que vous savez que les joueurs du Pacifique sont quand même assez gaillards, quoi. Donc, mais je crois que c'est une erreur, et vous savez que c'est 3 ans maintenant. C'est 3 ans. Et Augustine Pichotte, qui est ancien capitaine du Stade français, mais maintenant vice-président du rugby mondial et grand patron en Argentine, est partisan de changer la règle d'ailleurs du rugby mondial. Il faut qu'il y ait 7 ans de présence dans un pays pour pouvoir accéder à l'équipe de France. Et je trouve que c'est une bonne chose. Il faut arrêter ces dérives parce que si les jeunes joueurs ne jouent pas, et si on met à la place des joueurs souvent moyens qui viennent de l'étranger, ce n'est pas un grand service qu'on donne à l'équipe de France. On y reviendra en deuxième partie. En tout cas, les internautes, certains croient justement, comme vous, Max Guazzini, aux chances de l'équipe de France, notamment. Vic, les matchs à domicile peuvent être les matchs à ne pas manquer. On peut le faire, ça c'est pour demain. Et les internautes ont envie d'y croire, comme nous l'apprend Juliette Saint-Jean. Derrière vous, voilà comment résumer le soutien des internautes pour le 15 de France. Faites-nous rêver, vibrer, on n'attend que ça, clame Jouan. Pour Divine, le seul réconfort de la semaine, c'est le début du tournoi des 6 nations qui commence ce week-end. D'autres se disent satisfaits de cette sélection. Pour Julie, la charnière Maxime Machenaud et Mathieu Jalibert pour le premier match, c'est malin. Allier la jeunesse et l'expérience peut fonctionner. Alexandre Lapendry en équipe de France est une bonne chose, c'est lui le patron, le meilleur plaqueur français, ajoute Théo.
Pour Jean, le premier match va être décisif. Ce n'est quand même pas un cadeau d'affronter l'Irlande en premier match, car Brunel n'a pas eu vraiment de temps de se faire à l'équipe, donc ça ne sera pas simple, mais si on passe ce match-là, c'est bon. Un bon nombre assurent qu'ils seront devant leur poste de télévision à soutenir l'équipe de France, car on a besoin de bonnes nouvelles. Cela ferait du bien au pays, explique Jacques, et ajoute qu'on y croit. Voilà, est-ce qu'on y croit? Bonjour Emmanuel Massicard. Bonjour à tous. Vous êtes rédacteur en chef au Midi Olympique et coordinateur donc avec Laurent Louette de cet excellent supplément qu'on recommande et qui est à retrouver sur le Figaro.fr, qui fait le point sur le tournoi Destination. Donc supplément réalisé par le Midi Olympique et le Figaro. Selon vos infos, comment vont les Bleus? Les Bleus vont bien. A priori, les Bleus vont bien. Ils ont bien débuté la semaine. Bien préparé ce tournoi destination. Ils vont mieux qu'en novembre, évidemment. Dire qu'ils sont guéris, ça serait peut-être aller un petit peu vite en besogne, mais aujourd'hui, l'équipe de France se présente avec le sourire, et ça, c'est pas une nouveauté parce que ça a déjà existé par le passé, mais on a l'impression que les joueurs sont détendus et franchement, peut-être pas confiants, mais ils abordent le match contre l'Irlande dans de bonnes conditions. Est-ce que d'après votre expertise, justement, Jacques Brunel est l'homme de la situation? Je n'ai pas écouté. C'est le seul entraîneur du top 14 qui a accepté de dire oui à Bernard Laporte, donc forcément c'est l'homme de la situation pour succéder à Guinoves. De là à attendre qu'il fasse gagner l'équipe de France et qu'il transforme le plomb en or, permettez-moi d'en douter. On va attendre les résultats, on a besoin de juger sur pièce, on a besoin de retrouver cette équipe et que les joueurs reprennent confiance en eux. Encore une fois, c'est vraiment un élément fondamental dans l'aventure du 15 de France, me semble-t-il. Et alors oui, Brunel, il faut pousser derrière lui. Et oui, il présente un beau CV, mais la tâche sera quand même très très compliquée. Paul nous demande sur le Figaro.fr, Emmanuel Massicard, est-il possible de construire un jeu convaincant et un jeu séduisant en seulement quelques semaines? En quelques semaines, oui. De toute manière, il y avait des bases qui avaient été posées par le staff de Guinoves, Yannick Bru et Jeff Dubois qui étaient solides, notamment dans la dimension offensive, et en conquête et en défense. Donc même si les annonces et les combinaisons vont changer, il y aura quelques repères au moins pour commencer. Mais ne rêvons pas sur l'Irlande. Le 15 de France ne sera pas totalement transformé et je pense qu'on va aller au plus simple. On va pas aller au plus pressé. Votre pronostic sur le France-Irlande, Emmanuel? Mon cœur tricolore m'incite à vous dire que l'équipe de France va l'emporter. Et votre lucidité de journaliste? Et le journaliste vous dira que l'Irlande est 3e nation mondiale, que ça fait un moment qu'on ne les a pas battus, que c'est une équipe qui est extrêmement bien rodée, entraînée par un technicien qui fait partie des meilleurs mondiaux, donc ce sera très 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 difficile de les battre. Dernière question pour vous, quels sont les défis à relever pour le rugby français aujourd'hui? L'union sacrée, un projet politique commun entre ligue et fédération qui permettent aux joueurs de retrouver un peu l'amour de ce maillot et une raison d'aller en équipe de France autrement que financière. C'est aussi un projet de carrière. Les chantiers, ce sont les GIF pour protéger la formation française, qu'il y ait plus de joueurs éligibles en équipe de France. C'est le salary cap également pour que les fossés ne se creusent plus entre top 14 et Pro D2. Voilà, c'est aujourd'hui que Paul Gauze et Bernard Laporte travaillent main dans la main et surtout qu'on en finisse avec les affaires qui nous polluent la vie autour de la fédération. Eh bien, merci beaucoup, Emmanuel. Pardonnez-moi, vous avez donné le programme de cette deuxième partie d'émission et on recommande bien sûr ce supplément à retrouver donc sur le Figaro.fr, réalisation conjointe avec vous et Laurent Louette. Tout ce qu'il faut savoir sur le tournoi des 6 nations. Merci. Un commentaire, Max, sur ce que vient de dire Emmanuel? Je suis d'accord. Lorsqu'on est en équipe de France, il faut savoir mourir pour le maillot. Ça, c'est important. Mourir pour le maillot. Et rien ne doit nous arrêter. Voilà. Et les petites considérations financières,
on ne les laisse même pas au vestiaire. Pourquoi on parle de considération financière? Parce qu'il y a une prime quand on va jouer avec le 15. Il ne faut pas que les joueurs soient des fonctionnaires du rugby. Encore une fois, le rugby, c'est une passion. Mais est-ce que la professionnalisation n'a pas, je sais, n'a pas eu un impact sur ça? Absolument, ça a un impact, mais je crois qu'il faut savoir le dépasser et avoir un idéal et savoir que le sport, c'est pour l'homme, c'est se dépasser à travers le sport. Encore une fois, lorsqu'on a l'honneur de porter le maillot du 15 de France, on doit mourir pour le maillot. Voilà mon sentiment. Alors, et ma philosophie. J'entends bien votre sentiment, mais en creux, ce que vous dites quand même, c'est que sans doute la professionnalisation a eu un impact sur justement l'état d'esprit. La gratuité qu'il y avait dans l'amateurisme a peut-être contribué. Certainement, mais il faut lutter contre ça. Il faut lutter contre ça, bien entendu, que ça, le système, les rémunérations, les agents, les transferts, etc., c'est too much, quoi. Les joueurs deviennent des produits. Et ça, ne sont pas des produits, pour moi, ce sont des hommes avant tout. Donc, il faut remettre beaucoup plus d'humains, n'est-ce pas? Mais laisser le reste au football? Par exemple. C'est vous qui l'avez dit. Hein. je vous pose une question. Moi, je suis contre le fait qu'un an avant, on connaisse les transferts, etc. Je trouve ça impossible, quoi. Je trouve ça pas normal. Parmi les autres problèmes qui sont quand même soulevés, il y a celui la semaine dernière, à votre place même, Max Guazzini, soulevé par Franck Ménel. C'était au micro de Fred Picard et de Charlotte Barillon de N'Bouy. Je vous propose de l'écouter. Je crois qu'il faudrait qu'on ait une équipe de France qui redore son blason. Pour la faire très très courte, vous savez qu'il y a des rivalités en ce moment entre la Ligue, qui est riche et qui a de l'argent au travers des différents clubs, et puis il y a cette équipe de France qui est un peu bousculée en ce moment. Il faut que tous ces gens se mettent autour de la table, surtout ceux qui ont beaucoup d'argent, puisque comme vous le savez, c'est l'argent qui décide, et qu'ils arrivent à trouver un compromis pour qu'on retrouve vraiment une équipe de France qui soit forte. Voilà, et on retrouve Laurent Louette, mais qui s'habillait différemment, avec un décor différent. Est-ce que vous pouvez nous traduire un petit peu justement ce que disait Franck Ménel et ce que ça représente et ce qu'on peut en penser? Oui, Franck Ménel, comme Max d'ailleurs, a une parole chic. Et donc, Franck Ménel, voilà, quand il réfléchit et qu'il pense au rugby, il le pense avec une vision large et d'abord dans l'intérêt de tous et dans l'intérêt supérieur du maillot de l'équipe de France. Et quand il évoque l'idée qu'il est urgent... On l'avait mis sur fond rose comme au Stade Français, vous voyez d'ailleurs. Mais là, c'était pas Max Guazzini. Il y a un peu de rose derrière vous. Et quand il évoque l'urgence de redorer le blason du 15 de France et qu'il affirme derrière, qu'il en appelle de façon un peu spectaculaire à Emmanuel Macron pour que le président de la République s'intéresse au cas du 15 de France parce que c'est une cause d'État. Voilà, il le fait avec son humour, sa personnalité, mais aussi avec une touche de sincérité qui traduit bien l'urgence qui existe aujourd'hui autour du 15 de France. Oui, le rugby a besoin d'un 15 de France qui soit fort, qui gagne pour pouvoir continuer à exister de manière... Qu'est-ce que peut faire Emmanuel Macron ? Alors, voilà, c'est le clin d'œil de Franck Ménel, de l'entrepreneur qu'il est. Mais peut-être y a-t-il effectivement dans son discours l'idée de dire aux dirigeants du rugby français, qu'ils soient à la fédération, récemment élu Bernard Laporte, Serge Simon-Manette, ou à la Ligue nationale avec Paul Gauze, l'idée de leur dire, vous avez entre les mains, vous avez une responsabilité forte, assumez-la. Pour bien comprendre, Max Guazzini, puisque vous avez été vice-président de la Ligue, la fédération s'occupe de l'équipe nationale et la Ligue s'occupe du championnat du top 14. De l'équipe nationale et du rugby amateur, la fédération, effectivement... Et la Ligue s'occupe du championnat du rugby professionnel. C'est très simple, mais je pense que les passerelles sont très très grandes, donc il n'y a pas de souci, il n'y a qu'un seul rugby, quoi. Donc qu'on arrête d'opposer la Ligue et la Fédé, c'est ridicule, quoi. Mais c'est vraiment ridicule, et je crois que ça s'arrange très très bien en ce moment, quoi. Tout le monde a bien compris l'intérêt d'être unis, bien entendu. En revanche, il y a une ambiance quand même qui est dénoncée à l'intérieur de la Fédération de rugby, encore par nos confrères d'Europe 1 ce matin. Un numéro vert mis en place pour les salariés en souffrance, un management clanique qui vise Bernard Laporte, notamment la nomination de Jacques Brunel qui avait été à ses côtés quand il était sélectionneur de l'équipe de France. Est-ce que ça ne joue pas quand même? Est-ce que c'est ça aussi qui ne pèse pas? Est-ce que ça n'a pas justement un impact sur les résultats même? Moi, je ne pense pas. D'ailleurs, le management de la fédération a toujours été un peu clanique.
c'était Agen, après c'était Tarbes, Pays Basque. Donc là, c'est plus bordelais, mais je ne pense pas que ce soit un souci vraiment. Ce n'est pas ça qui change grand-chose à l'équipe de France, quoi. Il faut pas. En France, on aime bien taper et descendre toutes les statues, quoi. Donc, mais non, moi, je ne pense pas que ça ait une incidence quelconque. Et puis, c'est normal qu'on s'entoure des gens dans lesquels on a confiance, non? Vous ne pensez pas? Moi, je ne sais pas, j'étais à la Fédération la semaine dernière pour le départ de Michel Anglade et Daniel Baligny, et la Fédération a fait une fête. Il y avait Bernard Laporte, il y avait les joueurs d'équipe de France, et beaucoup de monde, quoi. Je n'ai pas eu le sentiment que les gens étaient en dépression nerveuse. Non, pas du tout, quoi. Arnaud, il y a un autre défi, c'est les accusations de conflit d'intérêts, et encore ce matin, à l'encontre de Bernard Laporte. Qu'est-ce qu'on lui reproche? Là, dans l'article du Monde, j'ai pas trop suivi, mais je crois que c'est les histoires de contrats qu'il a fait signer à des membres de la fédération qui étaient, j'imagine, auparavant bénévoles. Donc ça change un peu les habitudes, on va dire. Ça a une incidence juridique, ça, je ne sais pas trop. Surtout, le gros problème, c'est l'affaire de favoritisme présumé avec Moed Altrad, le président de Montpellier. Voilà, donc tout a commencé cet été. C'est quand même normal que les gens qui travaillent toute la journée aient un salaire. Même le président n'a pas de salaire, il est bénévole. Donc je trouverais légitime que les présidents, les dirigeants aient un salaire et non pas un système associatif qui est pas forcément... Ils vivent de quoi? Parce que quand même, ça doit les occuper à plein temps. Ils vivent. Il faut qu'ils aient une fortune personnelle ou qu'ils soient retraités. C'est pour ça, c'est souvent le cas dans les associations. Et voilà, Bernard Laporte, il a peut-être des affaires personnelles, quoi. Mais cela dit, ça serait légitime que le staff soit rémunéré. Je ne vois pas pourquoi on le reprocherait. Voilà. Au crédit du papier du Monde de ce matin, l'inventaire des nouveaux contrats qui est dressé, à aucun moment ne stipule, ne précise qu'il y a une forme de hors-la-loi à aucun moment. Voilà, l'inventaire est dressé. Ensuite, on peut le regarder, compte tenu de la situation et de l'ambiance autour de la fédération, de manière gris foncé ou gris clair. Mais pour le coup, rien ne précise dans cet article qu'il y a des contrats qui sont hors-la-loi. Sur l'affaire Altrad, on y revient. Donc, tout a commencé en juin dernier, c'est ça? Oui, c'est ça. La base, donc, c'est un match Montpellier-Racing qui avait été supprimé par la Ligue suite au projet de fusion entre les deux clubs franciliens. Donc le match avait été reporté. Entre le Stade français et le Racing. Voilà. Et donc après, quand le match a été reporté et joué, il y a eu des banderoles anti-Paul Gauze, des banderoles contre... Et on a suivi ça, effectivement, on l'a même vécu, les manifestations. Et après, le cœur du problème concerne les sanctions qui ont été infligées à Montpellier, qui ont été le 29 juin, qui ont été, donc, je cite de mémoire, je crois, c'était 70 000 € et un match à huis clos. Et après, il y a toute l'enquête, et au cœur de ce jour-là, le lendemain, les sanctions ont été abaissées. Le match à huis clos a été annulé. Et on accuse Bernard Laporte d'avoir abaissé ces sanctions contre du sponsoring par Mourad Altrad, qui est le patron du club de Montpellier, du sponsoring de l'équipe de France. Donc, on accuse finalement Bernard Laporte, pour être très concret, d'avoir finalement laissé acheter, d'avoir été acheté par un président de club. Le président de Et comme il est au-dessus des clubs en tant que président de la fédération, il aurait influencé pour les sanctions. C'est l'enquête qui est en cours devra faire la lumière là-dessus. On fait toute une histoire de pas grand-chose, honnêtement, de pas grand-chose. Que le président de la fédération appelle, ça s'est déjà fait de façon courante dans le passé. Hein, et ceux qui... moi, je n'étais pas président de fédération, président de ligue, mais ça s'est fait, et à l'époque même, j'en ai été... le témoin et même le bénéficiaire, je dois dire, pour un joueur qui avait été suspendu, et c'était pas normal, et la sanction était tombée, j'ai appelé, je dis écoutez, s'il y a encore cette sanction, on ira au pénal. Et la sanction a été supprimée. Donc, ce sont des pratiques un peu normales. En fait, là, c'est transactionnel ce que vous dites. Il y a une espèce de rapport de force qui s'instaure, et puis après, on se dit qu'il vaut mieux avoir la paix, on lâche. Qui va être le sponsor de l'équipe de France, pour un niveau très très élevé, plusieurs millions d'euros. Bon. Il n'y avait personne d'autre, quoi. Cet argent, il va servir au rugby amateur. Bon, il a une sanction qui est lourde, je ne discute pas la sanction, mais enfin, c'était un peu exagéré dans cette histoire-là, puisque, bon, normalement, le match aurait pu être joué. Bon, eh bien,
bon, vous avez eu la main un peu lourde. Le problème, c'est peut-être que dans cette commission d'appel, il y a des gens qui étaient contre l'arrivée de Bernard Laporte. Vous voyez ce que je veux dire? Un règlement de compte Est-ce que ça personnel, justifie une perquisition à Marcoussis, la semaine où le 15 de France prépare le tournoi des 6 nations France-Irlande? Est-ce que ça justifie ça? On le fait avant ou après, quoi? Et quelle est l'urgence? Quelle est l'urgence cette semaine-là de faire une perquisition à la Fédé, chez Bernard Laporte, chez Moed Altrad? Pour trouver quoi d'ailleurs? Pour trouver quoi? On sait très bien ce qui s'est passé, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que visiblement il a passé un coup de fil. Bon, c'est un peu dur, allégé, bon, mais ça s'est toujours fait dans le rugby. Alors là, on monte l'affaire en épingle, et je crois que Moed Altrad va être sur le maillot de l'équipe de France, il va donner beaucoup d'argent qui servira au rugby amateur. Moi, je dis merci, et qu'on arrête de faire tellement d'histoires pour ça. Voilà. C'est un sujet qui a été évidemment monté en épingle et qui finalement cristallise toute tout ce que Bernard Laporte, autour de sa propre personne, depuis des années, suggère. C'est-à-dire que Bernard Laporte n'est pas un homme qui laisse indifférent. Il est clivant. Quand il était joueur, quand il est devenu entraîneur, il est aujourd'hui élu président de la Fédération française. C'est quelqu'un qui prend des décisions, qui s'engage et qui ne laisse personne indifférent, qui déclenche des passions autour de ses décisions et de sa personne. On peut le mettre quand même à son crédit, la Coupe du Monde en France, Voilà. c'est lui qui a réussi, on n'y croyait pas. Voilà, la Coupe du Monde. partait de loin. Hein. Voilà, on oublie ça, quoi. Et croyez-moi, il a fait le pèlerin, quoi. Il est allé en Mongolie, il est allé partout pour connaître l'équipe de France. Alors qu'on pense à ça, et qu'on arrête de faire des polémiques qui me semblent complètement inutiles. Voilà. Alors justement, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes d'accord avec Max Guazzini? Dites-nous encore, il nous reste quelques minutes. Répondez encore à notre sondage sur Twitter. Pour l'instant, vous êtes non, toujours à 74%. Vous ne pensez pas que le 15 de France peut remporter le tournoi des 6 nations. Il y a une question donc, qui est posée par Laurent, qui n'est pas Laurent Louette. Les jeunes joueurs, mais c'est une bonne question, les joueurs aujourd'hui ont besoin de passer par la case Pro D2 pour trouver du temps de jeu. Alors est-ce que vous pouvez déjà me traduire et ensuite réagir? C'est les jeunes joueurs en devenir ont-ils besoin de passer par la 2e division, donc en dessous du top 14, pour avoir du temps de jeu et s'aguerrir et devenir meilleur? Je pense que oui, c'est tout à fait nécessaire. On pense il est dans le groupe au jeune Lambé qui joue à Lyon, le 2e ligne. Oui, il est très très il bien. est passé par Béziers, il a été joué à Béziers en 2e division. Rouquin, il s'est fait, voilà. Et il s'est fait la quad, comme on dit, dans des matchs costauds quand même, de bons matchs de 2e division. Et il est revenu à Lyon et il a véritablement percé. Et il y a plein de joueurs qui sont passés par la 2e division. Et c'est bien qu'il ait été repéré par Brunel, puisque moi je l'ai vu avec Barbarian, donc c'est effectivement un très bon joueur qui était un petit peu oublié. Hein. Mais effectivement, certes, la Pro D2, mais s'il joue en top 14, c'est encore mieux. Et puisqu'il y a trop d'étrangers en top 14, donc il vaut mieux donner sa place. Je crois que Lambé avait tout à fait sa place en top 14 depuis longtemps. Alors justement, c'est une question, moi j'ai eu à mon modeste niveau un témoignage d'un joueur qui me disait le problème aujourd'hui avec la professionnalisation et tout l'argent qu'il y a, c'est qu'on recrute beaucoup de joueurs étrangers dans les clubs et que nous, qui venons justement de la formation française, eh ben, on a peu de débouchés on a peu de débouchés d'abord pour jouer dans les grands clubs, et ensuite, eh ben, on se trouve avec une équipe de France qui a un niveau qui est moindre. Voilà, c'est le problème. C'est une honte, franchement. C'est pour ça que la Ligue avait mis en place les gifs pour essayer de détourner quand même la législation européenne, parce qu'on ne peut pas dire, vous savez, c'est ça le problème maintenant, puisque c'est même plus nous qui décidons, c'est des gens dans des bureaux, je ne sais pas trop où. Et donc, effectivement, je pense que les Anglais ont su faire ça relativement bien, je crois. Voilà, d'ailleurs, c'est pour ça que, écoutez, gentleman agreement, voilà, entre présidents. Mais en France, les présidents... On ne recrute pas trop des joueurs étrangers pour pouvoir laisser les nationaux... C'est le court terme. Mais même en Pro D2, c'est comme ça. Même en Fédéral 1. Et c'est là qu'il faut réagir, quoi. Alors, je ne sais pas, les gifs, c'était pour contourner cet état de fait, quoi. C'est pareil dans les petites divisions, parce que les présidents voient à court terme, match par match, voilà. Et ça, c'est plus possible.
Une autre question avant de se quitter. Est-ce que, encore une fois, avec ce phénomène de la professionnalisation, on n'a pas changé également la géographie du rugby français? Je poserai la question à Denis Tidinac quand il reviendra ici. On a une urbanisation, mais le rugby qu'on a connu, je suis natif de Bayonne, à l'Aviron bayonnais, grand club, le Biarritz Olympique, grand club, qui se retrouve relégué maintenant, qui ne sont plus dans le top 14 à ma connaissance. Est-ce que ça pose pas un peu un problème, ça aussi? Les enjeux financiers et les budgets qu'il faut mettre sur pied font que les villes de taille moyenne, les préfectures ne peuvent plus, les préfectures de province, je veux dire, ne peuvent plus trouver 20 millions d'euros de budget annuel. C'est des sommes colossales. Vous avez raison, le rugby vit au-dessus de ses moyens. Donc il faut de grands mécènes qui permettent de combler les trous, quoi. Donc, et c'est souvent dans les grandes villes, parce qu'encore une fois, les salaires des joueurs ont augmenté de façon exponentielle, ce qui fait que l'économie du rugby, à part quelques clubs, et pas beaucoup, tous les clubs ont une économie quelque peu artificielle. Et donc, c'est pour ça qu'effectivement, un investisseur, entre guillemets, j'aime pas ce mot, ira plutôt vers une grande ville, mais ça peut se faire aussi dans un petit village, attention. La Rochelle, c'est un peu l'exception. La Rochelle est effectivement... Mais La Rochelle n'était pas forcément un grand club de rugby par le passé, avant la professionnalisation. Non, ça a toujours été un bon club de rugby. La Rochelle avec un public très chaleureux, d'ailleurs, il faut le dire. Mais cela dit, c'est un exemple parmi 14. Quoi. Enfin, c'est un bon club aujourd'hui. Votre pronostic, elle est pour le tournoi des destinations, Max? Moi, je suis pour que la France gagne, c'est normal. Ça, c'est un désir. Et j'espère aussi que l'Italie ne sera pas ridicule. Voilà, parce que je suis aussi italien. Et un pronostic? Pronostic, la France va gagner le tournoi. Non, mais la France, je ne sais pas si elle va gagner, mais je souhaite qu'elle fasse un très bon parcours. Voilà. Et si elle gagne, tant mieux. Bon. On vous demandera votre pronostic dans 45 minutes chrono. Il y a Charles-Alexandre Loas qui va nous rejoindre. Je vais vous le présenter. Tiens, voilà. Viens Charles-Alexandre. Voilà, c'est le nouveau présentateur de 45 minutes chrono. Donc voilà, ce sera ma place lundi. D'accord. Quelle heure? 16h10 16h10 pour débriefer donc le tournoi destination et puis tout le week-end de sport. On en aura jusqu'au 17 mars, le tournoi destination notamment. Et puis on peut le suivre sur lefigaro.fr et Sport 24. Rendez-vous dès 17h demain pour le live sur Sport 24. C'est ça, à partir de 17h avec Arnaud Coudry, envoyé spécial au Stade de France. Et puis toute la rédaction mobilisée autour du match. Et on a une petite pensée pour notre ami David Rera. Bien sûr, et également pour Léo Lecomte qui a été longtemps, qui a animé le sport ici. Vous retrouvez également nos programmes sur lefigaro.fr. Je vais vous montrer dans un instant comment vous pouvez les retrouver. Il faut aller sur la page d'accueil du Figaro et vous avez un onglet qui s'appelle Aujourd'hui sur Figaro Live qui va apparaître d'une minute à l'autre, je l'espère, si j'y arrive pas. Vous le voyez, il est juste en haut, juste en dessous de la barre. Voilà, aujourd'hui sur Figaro Live, et vous avez tout le programme des émissions. Vous cliquez sur les liens, et notamment les décrypteurs, où vous pourrez retrouver Max Guazzini. Yves Tréhard, dans un instant, reçoit Georges-Paul Langevin, qui est député Nouvelle Gauche de Paris. À la semaine prochaine, nous on se retrouve mardi. On parlera gastronomie et la sortie du Michelin.